Bonjour Jean-Philippe Courtois, bienvenue. Bonjour, merci. Heureux de vous accueillir. Vous êtes donc le cofondateur de Live for Good. On va évidemment largement en parler, mais vous êtes aussi vice-président exécutif, président des ventes, du marketing et des opérations de Microsoft. Quelques questions. Vous n'êtes pas directeur RSE, mais Non. quand même sur la politique et l'impact environnemental d'un géant comme Microsoft qui affiche l'objectif d'une empreinte carbone négative d'ici 2030. Ça passe par quels efforts vous le ressentez, j'imagine, quotidiennement et depuis plusieurs années dans l'entreprise? Oui, nous avons annoncé effectivement ce plan ambitieux, un plan même qui se prolonge jusqu'en 2050, avec une ambition de réduire notre empreinte carbone initiée depuis la création de Microsoft en 1975. Donc ça va très très loin. Ouais. Ça veut dire qu'on a mis en place en fait un plan autour des fameux scopes 1, 2, 3, c'est-à-dire l'ensemble de la chaîne de valeur de Microsoft. Ouais. Ça démarre aussi bien évidemment au cœur d'abord de nos technologies. Vous imaginez ce fameux cloud qui est distribué aux quatre coins du monde sur la planète. C'est le fait de se dire que d'ici 2025, 100% de ce cloud va être irrigué par des énergies renouvelables. Mais c'est également l'ensemble de notre chaîne de valeur, c'est-à-dire dans le transport, dans les bâtiments, dans les fournisseurs, dans les clients, les transports de gens de Microsoft. On a créé un plan, effectivement, très, très important pour responsabiliser chacune des unités de l'entreprise, qui est très large au plan global, on a 165 000 salariés, de réaliser cet objectif. Et donc, il y a un plan très détaillé. On y adjoint également des investissements en matière de recherche, avec un plan d'innovation. Fonds d'innovation pour le climat, doté de $1 milliard sur 4 ans, totalement, c'est ça, pour accueillir et j'allais dire stimuler un petit peu les projets de recherche qui vont nous permettre d'avancer un petit peu l'état de l'art en la matière. Notamment pour essayer de capturer le carbone. C'est un peu le Graal, ça, parce que ce serait à la fois une très bonne nouvelle pour la planète et un jackpot pour l'entreprise qui y arrive. Oui, alors on va apporter notre contribution digitale évidemment à cette initiative qui est très importante. On a par exemple annoncé un projet important, ambitieux, dans le nord de l'Europe, Northern Lights, les lumières du nord, nordiques, qui nous voit nous allier avec le gouvernement de Norvège, mais également avec des entreprises pétrolières et d'autres acteurs. Et Microsoft fournira l'ensemble de la plateforme cloud d'intelligence artificielle pour permettre de manager un petit peu ce capture storage, comme on dit, des énergies carbone et distribution. Puis après, ce sera dernière question là-dessus, après on va vraiment parler de Live for Good, mais quand on parle de cloud, on pense data center. Est-ce qu'il faut réinventer l'architecture presque de ces data centers pour qu'ils soient moins énergivores? Alors d'abord, il y a une innovation permanente en matière effectivement d'architecture technologique pour permettre d'être beaucoup plus efficient dans la distribution, la consommation de données. Et ensuite, il y a une conception, comme j'en parlais tout simplement, ces data centers au cœur de régions qui ont des ressources tout simplement naturelles, que ce soit hydrauliques, solaires ou autres, qui vont nous permettre aussi avec des technologies très avancées d'avoir 100% d'énergie renouvelable. Alors, vous êtes donc le cofondateur de Live for Good, créé il y a 6 ans. Pourquoi vous l'avez créé? C'était quoi l'idée de départ? Alors, il y a évidemment un élément majeur familial qui est la disparition de mon fils Gabriel, il y a 6 ans. Et Gabriel nous a laissé avec des valeurs très fortes. Il avait créé, au retour d'un voyage en Malaisie, dans lequel il a participé avec une association qui s'appelle Habitat for Humanity, construisait des maisons pour des personnes qui n'en ont pas. Il avait créé un site web qui s'appelait Live for Good. Ce site web, c'était pour lever des fonds. Voilà. Alors, on ne sait pas ce qu'aurait fait Gabriel de tout ça, mais on a souhaité, avec mon épouse, mes 2 filles, créer Live for Good, qui a pour mission de révéler le potentiel de jeunes venus de tous horizons par l'entrepreneuriat social et d'augmenter ainsi l'impact positif au cœur d'une communauté engagée. Donc ça, c'était le fait générateur. Et ça nous a amené à rencontrer évidemment des milliers de jeunes, des centaines d'organisations engagées dans cet impact positif dans notre pays, et de créer ensuite 3 programmes pour générer cet impact positif. Alors, on va les détailler. Il y a Entrepreneur for Good, il y a Génération Impact, et puis il y a le prix Gabriel. On consacrera vraiment toute la seconde partie de l'émission à ce prix Gabriel. Entrepreneur for Good, on peut peut-être regarder le bilan depuis 2015, plus de 200 jeunes accompagnés pour créer des startups à impact positif, plus de 3500 jeunes qui ont pu expérimenter l'entrepreneuriat social et solidaire. Comment ça marche, Entrepreneur for Good? Il y a une sélection, c'est quoi les critères, en quelque sorte? Alors, comment ça fonctionne? Il faut déjà avoir moins de 30 ans. Ça, c'est le premier critère. Et ensuite, venu de tous horizons, c'est-à-dire que vraiment, on accepte tout jeune. Il peut être bac-5 comme bac+5. Il peut avoir eu des handicaps, sortis du circuit académique, quartier, milieu rural ou pas. Ce qui nous intéresse, c'est la diversité et la mixité. Il faut qu'il ait un projet
un projet, donc ce n'est pas encore un business plan extrêmement détaillé, qui a pour un objectif majeur d'impacter finalement l'un ou plusieurs des objectifs de développement durable de l'ONU. Comme vous savez, ces fameux 17 objectifs dont on parle très souvent dans cette émission. Évidemment. Ouais. Et donc, ce que l'on souhaite, c'est sélectionner. On fait l'appel à projet chaque année, là, qui a eu lieu en mai-juin dernier. On sélectionne, on reçoit des centaines de projets. On en sélectionne ensuite 50. Et ces 50 vont s'embarquer littéralement dans une aventure pendant 9 mois. Voilà, 9 mois la gestation de leur social business, comme on l'appelle, de leur entreprise sociale. Entreprise sociale, pour moi, pour nous, c'est un peu 3 critères à haut niveau qui différencient, parce qu'il y a des termes qui sont un peu utilisés dans cette économie sociale et solidaire. Le premier, c'est qu'on mesure son impact par le succès de l'un de ses enjeux. Par exemple, clairement, si on parle du recyclage de plastique, on a certains entrepreneurs qui le font, c'est les tonnes de plastique recyclé et l'impact positif évidemment sur l'environnement. Ça peut être également l'inclusion sociale. Ouais. On parlera avec Alix d'enjeux sociétaux très importants, de violence ou d'éducation, sur lesquels on va pouvoir aider des personnes. Deuxièmement, c'est la participation, en fait, une gouvernance participative. Je viens, pardon, je ne vous laissais pas développer la gouvernance, mais sur cet aspect-là, ça veut dire qu'il faut qu'on soit bon sur un des critères, pas forcément se lancer le défi de vouloir tout faire en même temps, c'est ça ? Totalement. Alors, il se trouve que certains entrepreneurs connectent des modèles complémentaires. Par exemple, j'en ai un qui s'appelle Mathieu, qui a créé Gobuz, qui fait tout simplement du tri sélectif de déchets. Et il a eu l'idée, pendant la pandémie, de faire la chose suivante, c'est-à-dire qu'il est allé voir un distributeur, Système U, il a fait un container pour récupérer tous ces masques, évidemment, qui étaient jetés devant les centres commerciaux. Ces masques sont récupérés dans les containers par des ESAT qui emploient, donc qui créent des jobs de travailleurs handicapés, qui les décontamine, les envoie à un autre entrepreneur social de la communauté Live for Good, qui s'appelle Fabrique de Clarisse, qui en fait des meubles de décoration. C'est du textile recyclé qui fait de l'aménagement. Voilà des exemples où vous cochez la santé, vous cochez l'environnement et vous cochez l'emploi solidaire. On ne va pas s'interdire d'en cocher plusieurs. Et puis vous pouvez faire se connecter quelques bonnes initiatives entre elles. Donc la gouvernance. Alors la gouvernance participative, ça veut dire que dans une entreprise dite sociale, vous allez impliquer toutes les parties prenantes. Les parties prenantes, ça peut être vos bénéficiaires, évidemment, comme des clients. Il y a des clients et des bénéficiaires. Ce sont également toutes les parties de votre écosystème. On va voir l'exemple d'Alix, elle parlera beaucoup mieux que moi de son écosystème de travailleurs sociaux, par exemple, qui est essentiel pour diffuser, éduquer et aider ces jeunes ou moins jeunes face à des problèmes sociaux. Et le troisième critère, c'est la lucrativité encadrée. Alors, pour un homme d'entreprise comme moi, c'est un sujet qui évidemment, toujours pose des questions. En fait, c'est de se dire que il faut créer des entreprises qui aient un business model viable et qui puissent créer des profits. Ce n'est pas un mot vulgaire du tout, je le rappelle à tous nos jeunes. Par contre, ce profit, il va être injecté, ainsi que les excédents, j'allais dire, d'exploitation qui vont être réalisés, pour magnifier l'impact social. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas d'enrichir des actionnaires, mais c'est de permettre d'atteindre et de maximiser cet impact social. Est-ce que sur cet aspect-là, vous êtes toujours en phase avec le cadre dirigeant de Microsoft que vous êtes ? Totalement. Je suis totalement en charge, parce que je pense qu'il y a à la fois un esprit d'entreprise, un pragmatisme, une excellence que l'homme d'entreprise ou la personne qui va apprendre le monde de l'entreprise doit avoir, mais également avec une fibre tout à fait unique, qui est celle de cette responsabilité tous les jours de dire qu'on va faire un impact sur un ou plusieurs objectifs. Oui, mais lucrativité maîtrisée, ça ne doit pas être des mots que vous entendez souvent chez Microsoft. Alors, dans une entreprise comme Microsoft, comme d'autres entreprises, on essaie d'assumer à 100% sa mission. Pourquoi on est là ? On a une belle mission qui consiste à dire qu'on va donner à chacun les moyens de réaliser ses ambitions. Et derrière, ça s'accompagne d'actions de philanthropie en matière de formation de personnes, en matière de durabilité dont on a parlé. Entrepreneur for Good, ça monte en puissance là, début 2022, avec un nouveau partenariat, c'est ça ? Avec qui et pourquoi ? Oui, alors je finis rapidement sur Entrepreneur for Good. Il y a l'appel à projet, on en sélectionne 50. Ensuite, pendant 9 mois, on va les accompagner. Il y a 4 briques d'accompagnement. La première, il y a plus de 250 heures de formation. On a créé un cursus avec un partenaire éducatif qui s'appelle le CEDEF, qui est à Fontainebleau. Et on va rajouter un second, effectivement, avec la promotion du Sud en 2022, qui est Schema, une grande école de business school globale, et dans lesquelles on les forme sur 2 sujets. La posture de leader positif, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur chez Live for Good, et également la boîte à outils avec 7 piliers pour créer son entreprise sociale en 9 mois, littéralement. Deuxièmement, on a créé une plateforme technologique, et oui, évidemment, je suis un petit peu biaisé sur le cloud. Là, c'est utile d'avoir quelques décennies d'expérience chez Microsoft. Qui est vraiment la tech for good, qui nous permet de connecter l'ensemble de notre communauté d'entrepreneurs avec ce qu'on appelle les coach for good, qui est l'autre élément. On crée une relation, un binôme entre un coach, qui est une personne bienveillante, qui vient du monde de l'entreprise, qui peut être socio-éducateur, qui peut être un coach certifié ou pas, et qui va pendant 9 mois suivre ce jeune
pour aider à trouver en lui, en elle, la confiance et surtout les ressources pour ouvrir les clés de cet écosystème et démarrer son entreprise sociale dans 9 mois. Et voilà. Et le quatrième élément, c'est évidemment aussi un partenariat très important. On a plus de 50 partenaires. C'est aussi bien des entreprises qui sont mécènes, des entreprises comme BNP, par exemple, comme Kaby, comme Roche et bien d'autres, qui trouvent dans ce programme la capacité à inspirer leurs collaborateurs et d'apprendre d'idées très innovantes en matière d'innovation sociale. Donc on peut vraiment ne rien connaître à l'entrepreneuriat et on va... L'ambition, c'est de créer un entrepreneur, quoi, ou de l'accompagner, parce qu'il faut que chacun garde sa personnalité. Totalement. C'est l'accompagner, c'est révéler en lui, en elle, et à nouveau, Alix parlera beaucoup mieux d'elle-même, de d'où elle vient et de ce qu'elle est en train de devenir, de se dire qu'elle a aussi la capacité à devenir entrepreneuse pour un impact positif. Ouais. Voilà. Génération Impact, c'est quoi? Parce que c'est le deuxième pilier. Oui, c'est un programme qu'on a lancé il y a environ un peu moins d'1 an, qui est plus en amont. C'est-à-dire que là, on s'adresse vraiment à des milliers, on l'espère des dizaines de milliers de jeunes, que l'on veut initier aux opportunités d'avoir finalement en emploi des compétences dans l'économie sociale et solidaire, Impact. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée à la fois des mini-ateliers pour leur donner des clés d'entrée, et surtout, on crée une relation de mentorat, là aussi, avec des jeunes qui, eux, ont déjà évolué dans cette économie sociale et solidaire, qui ont beaucoup de repères, et qui vont les aider à leur dire, voilà, si vous voulez peut-être demain devenir stagiaire, alternant, avoir un job avec l'économie sociale et solidaire, voilà des expériences par lesquelles vous pourriez passer. Et ceux qui veulent devenir entrepreneurs, évidemment, seront les bienvenus chez Entrepreneur for Good, qui est un autre chemin possible pour ces jeunes. D'accord, c'est vraiment deux briques qui sont complémentaires. Je disais tout à l'heure, plus de 200 jeunes accompagnés pour créer des startups à impact positif. Donc là, vous commencez à avoir un peu de recul. Elles sont en quelle santé? Alors évidemment, sur les 200, il y en a certaines qui ont des difficultés, d'autres moins. Mais globalement, vous dites ça marche, on est efficace, hein? Écoutez, on est très heureux dans le sens où, comme vous l'imaginez, à moins de 30 ans, dans l'environnement économique, social et solidaire, l'économie à impact positif, où les business models sont très complexes à créer, beaucoup plus complexes qu'une entreprise traditionnelle, je tiens à le dire. Et deuxièmement, où ces entrepreneurs créent leur entreprise pour la première fois, on a un taux de survie et de développement d'entreprise de plus de 80% d'entreprises créées il y a 3 ans. On en est assez fiers parce que si vous regardez d'autres données en termes de taux de mortalité de ces startups généralement, et vous avez tout type de destin. Vous avez des micro-entreprises qui ont créé 2-3 jobs et qui permettent à ces personnes d'avoir un sens énorme dans leur job tous les matins quand ils se lèvent, et d'autres qui ont levé des fonds. On a eu plusieurs entreprises qui ont levé jusqu'à 10 millions d'euros de fonds dans les 6 derniers mois, donc qui deviennent pas des licornes, mais qui deviennent des entreprises avec une capacité à grandir, à passer à l'échelle, en France, voire dans d'autres pays également, ce qui nous fait évidemment très grand plaisir. Et ben voilà, un joli bilan. Restez avec nous, on va donc parler de ce troisième programme de Live for Good, le prix Gabriel, avec Alix Moujar, qui est l'un des lauréats de cette édition 2021.